Certains feignent toujours de l'ignorer, mais il existe différents systèmes médicaux, différentes médecines sur Terre. Différentes approches conceptuelles et thérapeutiques, unies toutefois par des réflexions communes, tant qu'elles reposent sur l'observation et le respect de la nature plutôt que sur sa manipulation, ou sur la considération que cette nature serait toujours hostile et qu'il faudrait la dominer. Par exemple, la médecine chinoise a littéralement inventé le principe vaccinal avec la variolisation, quelque part vers le XIe siècle jusqu'au XVe siècle. Tout ça pour dire qu'on n'a rien contre ce principe en médecine traditionnelle qui consiste, dit-on en médecine chinoise, à traiter doux par doux. Doux, c'est le terme chinois qui désigne les toxines, le poison. Donc, traiter le poison par le poison, c'est un principe thérapeutique à risque, évidemment, puisqu'il consiste quand même à inoculer des choses initialement toxiques, mais nécessaire, utile, notamment dans les épidémies, qui sont des maladies où un facteur toxique se présente qui est supérieur à la résistance humaine standard. Mais la condition sine qua non de l'efficacité de ce traitement, c'est évidemment que le poison corresponde au poison. Et qui ne tue pas parce qu'on met une dose trop forte. Bon, ça c'est autre chose. Mais déjà qu'il corresponde. C'est-à-dire que si on met un poison qui ne correspond pas à ce que l'on veut traiter, ben ça fait 2 poisons au lieu d'un. Ça fait une ligne Maginot d'un côté et puis un envahisseur de l'autre. Donc ça ne marche pas. Or, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes occidentaux de la question. Le virus, le SARS-CoV-2, le virus du Covid, qui est un virus à ARN, donc c'est une copie de l'ADN, c'est quelque chose de chimiquement instable. Il a un taux de mutation très élevé. Donc il mute sans arrêt. Ça fait 4-5 fois, je ne sais plus, que depuis la première vague, dit-on, il a changé. En clair, le temps qu'on trouve un vaccin, parce que c'est long à mettre en place un vaccin, ça se cultive, pour ce type de virus, il aura déjà muté plusieurs fois. Donc c'est le principe de la cavalerie qui arrive toujours en retard, vous voyez, ou l'aviation qui arrive après la bagarre. Elle a beaucoup plus de chances de bombarder les habitants que les envahisseurs. Ce sont toujours les spécialistes qui le disent. Quand je dis les spécialistes, allez voir les sites de santé de l'Organisation mondiale de la santé, des infos vaccins, des sites spécialisés, Santé publique France, etc. Un vaccin, c'est fait pour stimuler un système de défense. C'est-à-dire, il augmente les anticorps, par réaction, face à un virus donné. Donc le but, c'est d'augmenter la capacité de lutte, on fournit des armes, au cas où il y aurait une contamination. Mais fournir des armes, armer un pays, n'empêche pas son invasion. Il est totalement faux de croire, et surtout de laisser croire, que la vaccination contre un virus de ce type empêchera d'être contaminé ou de tomber malade. Autre erreur, c'est faux aussi de croire que parce qu'on est vacciné, on protège les autres. C'est-à-dire que si on est contaminé et qu'on tombe malade, vacciné ou pas, on peut transmettre la maladie. C'est pourquoi l'isolement reste de mise pour les gens malades. C'est un principe dans toutes les épidémies, mais je dis bien pour les gens malades. Normalement, on n'isole pas tout le monde. Sauf s'il y a des problèmes de lit, mais c'est une question politique et non plus une question médicale. Autre vérité qu'il est important de rappeler, semble-t-il en ce moment, c'est que si on est contaminé, d'après des tests, mais qu'on n'a aucun symptôme, ce qui est le cas, rappelons-le, de plus de 95% de la population, c'est qu'on est naturellement immunisé. Preuve qu'on n'a aucun besoin d'un vaccin. Ceux qui, ayant un état de bonne santé générale, tomberaient malades avec les symptômes d'une forte grippe, vont développer des anticorps qui les vaccinent pour la maladie suivante. Eux, donc, n'ont pas besoin non plus d'une vaccination.
Rappelons toutefois que l'augmentation des anticorps, qu'elle soit due à un vaccin ou au fait d'avoir eu une maladie, ne veut pas dire qu'on ne retombera pas malade, encore une fois, hein, mais surtout si le virus a muté. Donc, il nous reste quoi ? 3 à 5% statistiquement de la population réellement à risque. Alors, c'est pas rien, mais voilà, on est à 3%, 5% de la population, on n'est pas à toute la population. Quelle est cette population ? Une population âgée, plus de 65 ans, la moyenne étant de 72 ans. Donc, naturellement affaiblie. Affaiblie, donc, souvent par des comorbidités. Elle-même aggravée par des traitements béquilles qui ont été donnés pendant des années, qui n'ont pas traité la maladie, parce que dès qu'on arrête le traitement, ça revient, donc en fait, c'est des béquilles. Et des traitements qui, à l'image des corticoïdes, des choses comme ça, génèrent des immunodéficiences eux-mêmes. Donc des gens rendus immunodéficients à la fois par l'âge, les maladies concomitantes et les traitements qui ne règlent pas le problème en renforçant le patient, mais en faisant le travail à sa place et en affaiblissant, en laissant le patient s'affaiblir. Population de personnes âgées, par ailleurs incitées à se confiner, à porter des masques, au lieu de respirer, d'aller dehors, de respirer un air pur, c'est-à-dire de prendre un peu d'oxygène, de prendre le soleil, qui est quand même le principal pourvoyeur de vitamine D, naturellement, pour le corps. Personnes âgées qui sont naturellement plus craintives avec l'âge, hein, et qui sont entretenues dans l'inquiétude et la peur par des alertes Covid permanentes, qui sont anxiogènes, qui sont culpabilisantes, et qui baissent de fait gravement l'immunité. La peur fait baisser l'immunité. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire d'une personne qui avait été enfermée par accident dans une chambre froide, dans un frigo, et qui a été retrouvée morte d'hypothermie le lendemain, mais les frigos n'étaient pas branchés. Hein, parce que, ben voilà, on peut mourir de peur aussi, et puis on peut se suicider. Donc, tout ça, ça fait une population particulièrement fragile, mais on voit que les mesures prises contribuent grandement à cette fragilisation, au lieu de renforcer la faiblesse. Hein. Et c'est cette population qui aurait théoriquement peut-être besoin le plus d'un vaccin, à condition, répétons-le, que ce soit le bon vaccin, hein, et que son rapport bénéfice-risque soit vraiment établi. On l'a dit, ça ne peut pas être le cas à cause de la mutabilité. Donc ça condamne ladite population à servir de cobaye. Et bien en dépit de tout ce qui précède, le gouvernement nous annonce une vaccination obligatoire à l'ensemble de la population. Sous peine peut-être d'une coercition en matière de droits civiques à ceux qui le refuseraient. Une décision totalement surréaliste, de mon point de vue, incompréhensible, en tout cas totalement injustifiée sur le plan médical, si vous avez suivi tout ce qui précède. Et qui, une fois encore, n'est qu'un rappel d'évidence médicale connue, ça ne vient pas de moi. Donc l'intérêt réel de cette décision n'est clairement pas d'ordre médical. Il est clair que la notion de bénéfice-risque sur le plan financier est autrement plus prometteuse pour les laboratoires en question. Je vous laisse voir l'actualité, mais je ne veux pas me faire taxer de complotiste, donc je m'en tiendrai à la réflexion médicale. Je n'irai pas chercher les autres raisons. Médicalement parlant, il n'est pas tolérable de laisser la peur ou l'obéissance court-circuiter la raison. Oui, il existe un doute légitime sur l'origine réelle du virus. Oui, il existe un doute légitime sur l'obligation vaccinale, qui se profile pour toutes les raisons que je viens d'exposer. De même que sur l'ensemble des mesures imposées, sanitaires en apparence, mais iatrogènes à de nombreux titres. Iatrogène, ça veut dire qui génère la maladie alors que ça prétendait soigner. Oui, je pratique une médecine dite alternative, mais le temps d'une alternative est peut-être venu. Les expériences, les tests, les statistiques, les protocoles, les médicaments et les vaccins industriels, vous savez, on adapte les patients au traitement, pas les traitements aux patients. Tout ça, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la médecine. Hein. Ce sont les symptômes d'une certaine science qui se veut médicale, mais une science dite dure, qui nous réduit peu à peu à l'état de chiffres, de cobayes,
de bétail, de robots, et toujours bien sûr de consommateurs, mais qui ne nous traite plus comme des humains. Cette science se fait passer depuis trop longtemps pour la médecine elle-même. Mais c'est le serment d'Hippocrate que prêtent les médecins. Ce n'est pas celui de Pasteur. Donc il serait grand temps que la médecine des hommes, celle d'Hippocrate, et je vous rappelle qu'Hippocrate est contemporain de la médecine chinoise, pour qui la maladie n'est pas plus importante que le malade, pour qui le virus n'est pas plus important que le patient, que cette médecine reprenne sa place, sinon qu'elle remplace celle de Pasteur, qui n'était pas médecin mais biologiste, plus à l'aise avec les microscopes et les animaux de laboratoire qu'avec les humains. Ceci explique peut-être cela. Merci de votre attention et merci de votre réflexion.